Je suis ravie d'être avec vous encore cette année pour ces assises et pour cette séquence réforme, parce que s'il n'y a pas de grands plans, de grandes lois, il y a quand même des réformes, et notamment tarifaires, mais pas que. On va en parler et ça modifie vos pratiques au quotidien. Pour nous accompagner en tant que grands témoins, nous accueillons celui par qui ces réformes arrivent, ou en tout cas sont construites. Jean-Benoît Dujol, vous êtes directeur général de la cohésion sociale. Vous êtes grand témoin, ça veut dire que vous allez rester avec nous pendant la totalité de la séquence et que vous avez le droit de parler quand vous voulez et de dire ce que vous voulez. Les autres aussi d'ailleurs. Pour vous qui êtes dans la salle, vous aussi vous avez le droit de poser des questions ou de donner votre avis. Vous allez avoir un QR code normalement qui va s'afficher. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Elles me seront transmises et je pourrai les poser à nos interlocuteurs. Sur les 3 sujets dont on va parler, donc la fusion des sections, les tarifs différenciés et les CRT. Alors, on débute cette séquence en parlant de la fusion des sections soins et dépendance. C'est une expérimentation qui a débuté en juillet dans 23 départements. Pour en discuter, nous accueillons Stéphane Corbin, vous êtes directeur général des services de la Gironde, et Nicolas Hutzscheider, vous êtes directeur général du groupe Univi. Alors, en 2 mots, Jean-Benoît Dujol, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'esprit de la réforme rapidement, nous dire où on en est, et puis nous dire aussi si ça va être généralisé, avant qu'on rentre dans le détail. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ces assises. Alors, vous m'invitez à discuter de cette fusion des sections. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a une tarification ternaire des EHPAD qui est source de complexité, et qu'il y a 3 modes de tarification qui se conjuguent pour financer ces établissements. Et on est arrivé au constat, pas le premier à l'avoir fait, mais peut-être le dernier, puisqu'on a changé les choses, on est arrivé au constat que certaines divisions entre ces sections étaient devenues artificielles, et qu'en particulier, compte tenu de l'évolution de la charge en soins et du niveau de dépendance des personnes accueillies dans les établissements, peut-être que cette distinction était devenue non seulement obsolète, mais peut-être portait préjudice à la qualité de l'accompagnement et aboutissait à des distinctions un petit peu stériles ou inutiles entre ce qui relevait de l'accompagnement à la perte d'autonomie et le soin. Et tout ça se traduisant évidemment dans les documents budgétaires, comptables, dans la procédure de tarification avec les autorités, ça ne nous a pas échappé, de tarifications différentes selon qu'il s'agissait du soin, donc l'assurance maladie ou la CNSA ensuite, et enfin, via les ARS bien sûr, et le département. Donc on s'est dit que c'était intéressant de simplifier la vie des gestionnaires, d'améliorer aussi la vision globale qu'on peut avoir de la personne en tarifant de manière unique ces sections soins et dépendance, d'où cette volonté de les rapprocher en une section unique. Alors elle n'est pas tout à fait unique aujourd'hui, puisqu'il y a deux enveloppes en quelque sorte qui coexistent. On pourra revenir sur les limites, j'espère, provisoires de la réforme. Ça se fait sous un mode qui est expérimental, dans le cadre de la LFSS. On a 23 départements qui sont engagés dans ce processus, et c'est opérationnel depuis le 1er juillet dernier, avec 6 mois de décalage, compte tenu, ça ne vous a pas échappé non plus, des difficultés de nature politique que nous avons eues l'année dernière et qui ont abouti au décalage des textes financiers. Ça aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier. Mais ça marche, enfin, je crois, sous réserve de ce que diront nos intervenants. C'est ça qu'on a voulu faire, c'est-à-dire simplifier la vie des structures, améliorer la prise en charge des personnes et remettre aussi, et ce n'est pas évidemment totalement anodin, un peu d'argent dans le système, parce qu'une des critiques qu'on pouvait faire des sections non fusionnées, c'était le caractère encore très hétérogène de l'évolution de la valeur du point GIR, donc du financement de l'autonomie selon le département. Je ne mets pas évidemment en cause les départements, et le salue M. Richefou qui est dans la salle, mais force est de constater que des choix différents avaient été faits sur le plan politique, qu'on aboutissait à une grande hétérogénéité, alors même que si on arrive à la conclusion que c'est assez proche du soin, il n'y a pas tellement de sens d'avoir ces différences de traitement sur le territoire. Donc on a unifié, grâce à la fusion des sections dans les 23 départements concernés, la valeur du point GIR, et évidemment on l'a fait de manière dynamique, c'est-à-dire à la hausse, pour permettre d'améliorer le financement des structures concernées, structures qui, vous le savez, présentent par ailleurs massivement des déficits, ce qui rendait indispensable ce refinancement des EHPAD. Et sur la généralisation, donc on est sur quel calendrier ? Alors l'expérimentation, elle va être très courte,
puisque même si l'entrée en vigueur a été décalée, l'échéance, elle, de l'expérimentation n'a pas été repoussée. Et donc la loi dit qu'au 31 décembre 2026, l'expérimentation s'arrête donc à la fin de l'année prochaine, après simplement 18 mois d'expérimentation. S'agissant d'une expérimentation, elle doit être évaluée, et ensuite le législateur, puisque c'est lui qui l'a souhaité, doit disposer de ce que devient cette expérimentation. Et il y a plusieurs possibilités. On peut revenir en arrière, c'est-à-dire que dans les 23 départements, on resegmente, on resectionne les sections, si je puis dire. Je crois que personne ne le souhaite. On peut généraliser à l'ensemble du territoire, ou on peut avoir une solution intermédiaire consistant à accueillir par exemple de nouveaux départements, à généraliser de manière partielle par exemple cette situation. Mais évidemment, ça appartiendra au pouvoir politique, aux législateurs de prendre cette décision avant la fin de l'année. Notre responsabilité à nous, avec les départements concernés, avec le département de France, avec les établissements concernés aussi, c'est d'évaluer les effets de cette expérimentation dans un temps compatible avec le vote de la plus prochaine, enfin celle d'après, loi de financement. D'accord. Stéphane Corbin, je le disais, vous êtes directeur général des services de la Gironde. La Gironde n'est pas département expérimentateur, mais a priori ne sera pas expérimentateur, va devoir appliquer aussi cette réforme. Quand vous étiez auparavant en Seine-Saint-Denis, là, ce département est expérimentateur. Comment est-ce que vous voyez cette expérimentation? Et puis le titre de notre séquence, c'est Fusion soins dépendance, la mère des réformes. Donc est-ce que pour vous, c'est la mère des réformes? Bonjour à tous. Non, c'est sûrement pas la mère des réformes. Je reviendrai peut-être sur ce sujet, mais je souscris à ce qui a été dit sur l'intention, en tous les cas, de cette réforme, une intention notamment autour de la simplification, à la fois pour les gestionnaires d'établissements, mais aussi pour les autorités en charge des établissements pour personnes âgées. On constatait que parfois avec les RS, sur des sujets assez proches, c'était du temps passé, chacun, sur l'analyse des budgets et sur le dialogue avec les établissements et les directeurs d'établissements. Je pense que là-dessus, on peut évidemment s'accorder assez facilement pour dire que ça permet cette simplification. Il y a un autre élément, c'est que c'était une réforme qui était attendue par le secteur, justement sur, vous me direz ce qu'il en est, mais qui était assez attendue justement sur les règles aussi de dialogue avec les autorités. Après, plusieurs éléments, je pense, méritent en tous les cas notre attention. Le premier, c'est que ce n'est pas une réforme du modèle économique des établissements. Et que ce qui est quand même à l'agenda, au regard des résultats des établissements, puisque nous avons toujours ce rôle-là, des déficits, il y a besoin de repenser plus globalement le modèle. L'autre élément, c'est qu'à travers la partie dite dépendance, des budgets des établissements étaient embarqués, pour ceux qui sont passés dans l'expérimentation, qui n'en est pas vraiment une, qui est une expérimentation en vue d'une généralisation déjà programmée avec des modalités identiques. Mais ce qui était embarqué, c'était aussi la possibilité de développer de l'accueil séquentiel, de l'accueil de jour, à travers des dotations complémentaires, souvent de manière très volontariste de la part des départements. C'est le cas de la Gironde, où nous avons à la fois une très forte intention de développement de ces accueils séquentiels, et puis aussi un programme important sur lequel nous apportions des dotations complémentaires sur les personnes handicapées vieillissantes. Et à travers tous ces sujets-là et du transfert, il y a deux questions qui se posent. C'est est-ce que le transfert amène à ce que, en tous les cas pour les départements, et je pense en faire partie les plus volontaristes, l'État, en l'occurrence les ARS, vont poursuivre le développement de ces dispositifs. C'est une vraie interrogation, notamment autour d'une question essentielle autour des personnes handicapées vieillissantes.
Et puis l'autre, il interroge plutôt les personnes elles-mêmes, c'est que lorsque vous donnez des dotations complémentaires pour favoriser l'accueil de jour, ça ne pèse pas du tout sur le plan d'aide à pas au domicile des personnes. S'il y a un transfert, ce n'est plus du tout les mêmes modalités de financement, ticket modérateur, plafonnement du plan d'aide, etc. Donc voilà, il y a des interrogations sur cette réforme qui, malgré tout, je pense, va dans le bon sens, même si ce n'est pas la mère des réformes. Merci beaucoup. Nicolas Schneider, comment ça se passe dans le groupe Univie ? Combien d'EHPAD sont concernés chez vous ? Voilà, et est-ce que c'est positif pour l'instant ? Alors, oui, c'est positif. On va commencer tout de suite là-dessus parce que je pense qu'il faut commencer par dire que c'est positif, même si, en l'absence de projet politique ou de projet de société qui reviendrait à revoir complètement le modèle, moi j'ai un peu l'impression qu'on est en train d'expérimenter en direct la théorie du cheval mort. Donc le cheval est mort, on va lui changer la selle, on va s'interroger sur sa performance, on va essayer de voir si on ne peut pas le changer son entraîneur, mais le cheval est mort. Ça c'est positif donc pour vous ? Alors non, ça c'est pas positif. Ça c'est pas positif, mais c'est ce qu'on espère tous, c'est de changer de cheval. Alors en attendant, heureusement qu'on a effectivement la DGCS qui nous accompagne pour faire en sorte que le système tel qu'il est aujourd'hui, il puisse quand même se simplifier et être amélioré. Alors, la réforme, elle est positive parce qu'effectivement, nous, on a 4 départements dans lesquels nos établissements sont concernés, 3 ARS différentes, une dizaine d'EHPAD donc, qui sont maintenant en cheminement avec cette réforme, et ça se passe bien. Ça, c'est le premier constat qu'on fait. C'est encore à chaud, c'est que cette réforme, elle se met en place facilement, on a été bien accompagné, et donc ça va simplifier l'ensemble du fonctionnement des établissements, et c'est une très bonne chose. Je note quand même dans cette mise en place un certain nombre de différences qu'on connaît sur d'autres sujets entre les ARS, dans la lisibilité qu'on peut avoir sur les documents qui sont fournis, les notifications qu'on a pu avoir. Et je voulais vraiment signaler le travail remarquable qui a été fait par une ARS à ce sujet-là, qui est l'ARS Bretagne, qui nous a fourni des éléments d'une très grande clarté pour nous, gestionnaires. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment est constituée la nouvelle dotation, d'où viennent toutes les lignes, comment retracer l'ensemble des éléments. Et si les autres ARS pouvaient s'inspirer de ce qui a été fait là, j'en serais ravi parce que ça a été un travail remarquable de l'ARS Bretagne. Alors une fois qu'on a dit ça, cette réforme, elle est positive, elle va simplifier, elle n'est pas très difficile à mettre en place, il faut juste être prévenu un peu avant est-ce qu'il y aura une phase 2 ou pas, ou alors est-ce qu'on va aller directement à la généralisation. S'il y a une phase 2, c'est bien de le savoir aussi un peu avant parce qu'il faut quand même prévenir les familles, les résidents, les CVS, changer son système de facturation. Donc il y a quand même un peu de travail à réaliser au passage. Mais ce n'est pas énorme en termes d'accompagnement. Elle est positive, elle ne va pas jusqu'au bout, c'est un peu les limites dont vous vouliez parler. Il y a des questions qui restent en suspens. Alors effectivement, l'hébergement permanent, c'est très clair. Quid de l'hébergement temporaire, des accueils de jour? On a l'impression d'avoir fait 90% du chemin. Bon, c'est comme toujours, avant d'arriver au sommet, c'est la fin qui est plus difficile. Nous, gestionnaires, on aimerait effectivement que ça puisse être complet sur l'ensemble des financements qui concernent nos établissements. Il y a un autre sujet qui est important aussi, c'est le champ couvert par ces dotations. On a toujours des sujets qui ne sont pas réglés avec des charges qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par des dotations. On peut parler notamment des charges immobilières. Pourtant, il y a bien des locaux de soins. Ça n'est pas aujourd'hui, ça n'est pas intégré dans ces dotations. Il y a aussi, pour les établissements qui sont fiscalisés, il y en a un certain nombre qui sont représentés ici aujourd'hui, la question de la TVA sur les dotations dépendance qui restent non résolues à ce stade et qu'on a embarqué finalement, on a
continuer à déplacer le problème. Ça serait bien qu'à l'avenir, ce sujet de la TVA sur la partie des dotations de dépendance, en tout cas historiquement, les dotations de dépendance soit un sujet traité. Et puis, je parlais de la Bretagne tout à l'heure, on a le cas des départements qui sont avec un point GIR historiquement supérieur au point GIR national qui a été mis en place, qui est à 7,84 €. Je vais prendre le cas du département du Morbihan. Le point GIR était à 8,60 €. On a maintenu la dotation, ça très bien. Comment ça va se passer dans l'avenir? Est-ce qu'on est condamné à avoir une dotation gelée pendant X années du fait que historiquement ce département était au-dessus? Voilà, donc il y a quand même, c'est très positif, il y a encore des sujets qui restent à régler. Merci beaucoup. Sur les départements qui avaient un point GIR supérieur, est-ce qu'on sait combien il y en a? Enfin, ça représente beaucoup d'établissements ou pas? Oui, tout à fait. On a écrété un niveau qui était, je crois, au 3e quartile. Donc, il y a une partie des structures qui n'ont pas bénéficié d'une amélioration du financement. Et dans la grande majorité, les établissements ont bénéficié d'une hausse de financement. D'ailleurs, un point qui me semble intéressant à souligner, il faudra attendre évidemment la suite des événements pour le confirmer, c'est qu'il y a un avantage en statique pour la plupart des structures, donc sauf en Bretagne, mais aussi en dynamique. C'est que normalement, alors je marche sur des œufs parce qu'évidemment, les années qui viennent et qui s'ouvrent risquent d'être un petit peu difficiles, mais la dynamique sur les dotations soins, sur l'ONDAM, sur l'OGD, elle est plus forte en moyenne que les taux d'évolution qui étaient votés par les conseils départementaux. Donc, sous réserve de la situation très difficile des finances publiques dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, donc je ne m'engage évidemment pas sur le PLFSS 26, le fait d'avoir fusionné les sections, ça limite l'hétérogénéité, ça augmente en niveau pour une partie des structures concernées et ça doit garantir une progression dynamique un peu plus soutenue que dans d'autres circonstances. Donc le petit cheval blanc, dans le mauvais temps, il a du courage, comme disait le poète, il essaie de faire progresser les réformes en dépit des vicissitudes. Et à ce titre-là, peut-être quand même réagir à une ou deux propos qui ont été tenus. Je voudrais redire aussi qu'au 1er juillet, les choses se sont bien passées, effectivement, et qu'on a eu assez peu de retours à des difficultés. Ça s'est fait parce que ça a été bien préparé. Je vais remercier les équipes des départements qui ont transféré l'expertise et la tarification et qui ont procédé en quelque sorte à un tuilage des équipes des ARS. C'était un bon exemple de coopération entre l'État et les départements dans la conduite de la réforme département. Et c'est un point que je voulais faire aussi, parce qu'ils ne sont pas évincés de la tutelle des EHPAD à la faveur de cette réforme. D'ailleurs, les propos qui ont été tenus, je crois, par Stéphane Corbin l'illustrent. Parfois, on présente, moi ça peut m'arriver aussi, cette réforme comme une recentralisation. Ce que c'est un peu sur la section autonomie, mais ou l'ex-section autonomie, mais le département reste compétent sur la section hébergement, et c'est plus de la majorité. Alors on pourra en parler d'ailleurs quand on parlera de liberté tarifaire tout à l'heure, mais il reste compétent sur cette section hébergement et c'est plus de la majorité plus de la moitié du budget de la structure. Il reste aussi co-signataire, s'il le souhaite, du CEPOM, donc en matière d'aménagement du territoire, de proximité, d'investissement, d'accompagnement des structures. Il y a toujours un rôle très important, on y a veillé, et ils y tenaient aussi beaucoup, je crois, des départements dans cette affaire. Et sur le périmètre des sections, ce que vous disiez, l'année dernière à cette même tribune, vous disiez que vous étiez plutôt favorable à cette discussion. J'avais dit aussi qu'on voulait se concentrer d'abord sur la réussite de la fusion, ce qu'on a fait. Alors en faisant ça, mécaniquement, on réduit une partie des problèmes. Vous savez qu'il y avait une affaire d'imputation concurremment entre les deux sections selon des règles parfois qui avaient été fixées par la réglementation, puis après qui avaient été libéralisées, c'était un peu compliqué. Donc on a simplifié une partie du problème simplement en fusionnant, sous réserve qu'on fusionne ailleurs aussi. C'est la question de la montée en charge, une éventuelle généralisation qui se pose. Mais ça n'épuise pas toutes les questions qui peuvent se poser, et notamment la question de la ventilation des dépenses ou de leur imputation entre la section fusionnée et la section hébergement. Et les exemples qui ont été cités, moi je m'y retrouve. On l'évoque souvent avec les représentants des gestionnaires, quel que soit le secteur. Pour moi, il reste encore tout à fait souhaitable de réfléchir à ce sujet. Maintenant qu'on a fait cette première étape de fusion des sections, je pense qu'on doit pouvoir ouvrir
en parallèle de la réflexion sur la montée en puissance de la fusion des sections, sur cette répartition d'imputation différenciée des dépenses, certains professionnels, les charges de direction, enfin, les exemples sont bien connus. Et moi, ça me paraît une façon à la fois de modérer les hausses tarifaires, si je puis dire, sur les personnes hébergées et les résidents, et puis peut-être aussi de redonner un peu d'air et de souffle économique à des structures qui restent dans une situation difficile. D'accord, donc ça veut dire que normalement la DGCS va lancer un groupe de travail, par exemple, bientôt, par exemple, voilà, sur le sujet. Vous parliez le département qui n'est pas hors jeu malgré cette réforme. Est-ce que les relations entre les EHPAD et les départements risquent de changer en bien ou en mal, peut-être plutôt en bien, je ne sais pas, avec cette réforme ? Mais les relations étaient idylliques. Étaient très bonnes. Non, aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Benoît Dujeul, c'est-à-dire que, et nous l'avions analysé comme ça au moment de la proposition de fusion des sections, ça ne remet pas en cause le rôle de régulation de l'offre des départements, évidemment aux côtés de l'ARS, parce que l'enjeu d'un EHPAD, ce n'est pas son équation tarifaire d'une partie de sa tarification. L'enjeu est beaucoup plus son ancrage sur le territoire, l'accessibilité des publics les plus fragiles, qu'elles soient géographiques ou économiques. Et c'est ça le véritable enjeu, puisqu'on peut imaginer un modèle totalement sans régulation, mais on verra aussi à un moment donné la difficulté que ça pourrait poser dans les territoires les plus complexes économiquement, et il y en a aussi en Gironde. Donc le rôle est important. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre rôle est plutôt renforcé sur un autre aspect qui est peut-être plus sensible, sur la modulation tarifaire. Puisque c'est une réforme qui, de mon point de vue, interroge plus et en tous les cas offre plus de sensibilité. Et le rôle du département est un rôle de régulation assez fort. Alors, avant de parler de ce sujet-là, parmi les questions qui ont été posées, que vous avez posées grâce au QR code, il y a effectivement la question du décloisonnement entre hébergement permanent et temporaire, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous, par exemple, opérateur, vous souhaiteriez que cette question soit réglée ? Alors, dans un premier temps, effectivement, comme on ne peut pas tout faire en une seule fois, ce serait que d'élargir le champ et de dire qu'effectivement le financement est à la fois sur l'hébergement et les dotations de soins et qu'il emporte l'ensemble des financements et des autorisations qui sont au sein de nos établissements. Alors, on peut, ce matin, on a parlé des coupes pathos, on a parlé d'un certain nombre. On pourrait aussi, moi je suis assez partisan de réfléchir à des étapes postérieures qui seraient de remettre complètement en cause le modèle et aujourd'hui de s'inspirer peut-être d'ailleurs de ce qui se fait sur l'hébergement temporaire. L'hébergement temporaire permet d'avoir un financement forfaitaire à la place. Pourquoi finalement on n'irait pas s'affranchir demain de l'ensemble des systèmes qui sont mis en place dans les coupes et le suivi de notre GMPS et aller sur une tarification forfaitaire des EHPAD, partant du principe que de toute façon, dans les années qui viennent, les EHPAD sont des établissements qui accueilleront à minima 50% de GIR1 et de GIR2. Donc dès lors que l'établissement respecte peut-être un seuil qui serait fixé, une tarification forfaitaire serait un allègement exceptionnel de charges administratives à la fois pour les établissements, mais aussi probablement pour les autorités de tarification. D'accord. Jean-Benoît Dujeul, sur cette proposition. D'abord dire qu'au-delà de la question de la montée en charge, on n'est pas au bout de la réforme, y compris sur le périmètre actuel, et plusieurs des exemples qui ont été cités peuvent venir l'illustrer. D'abord, on a une section fusionnée, mais où cohabitent quand même plusieurs règles, puisqu'on garde le point GIR, on garde les coupes pathos, on garde les deux grilles d'évaluation de la charge en soins et de la charge de perte d'autonomie. C'est que ça peut paraître un peu contestable et que ça mériterait d'être révisé. Donc on peut réfléchir à un système de tarification unifié de la section fusionnée, pour le dire comme ça. L'autre point que vous avez évoqué, qui est très juste, ça va aussi avec la question que j'évoque à l'instant, c'est le sujet
la fiscalité différenciée de ces deux sections, raison pour laquelle on a voulu un peu figer les choses dans un premier temps pour ne pas déstabiliser les structures et qu'on a mis en place un régime distinct entre une ex-section soins qui reste exonérée de TVA et une ex-section autonomie qui est assujettie à la TVA. On n'est pas allé plus loin d'un coup parce que ça n'allait pas de soi la solution et quand on a discuté avec la direction de la législation fiscale, elle nous a juste répondu « c'est très compliqué ». On a dit, merci. C'est bien. Donc on va y travailler. Donc on va y travailler avec les gestionnaires qui sont quand même directement impactés par cet enjeu. Et il me semble important que d'ici la fin de l'expérimentation, on ait une doctrine et une proposition à formuler sur la convergence fiscale, si c'est vers ça qu'on va, entre les deux sections. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas de solution immédiatement souhaitable, semble-t-il, en tout cas à ce stade, qui pourrait s'imposer. Sur le sujet de la forfaitisation, à ce stade, toute la question se pose, en effet, mais à ce stade, j'ai plutôt quelques réserves. La façon dont on a abordé la question et ce sur quoi on réfléchit, c'est plutôt une amélioration de la coupe pathos, à la fois dans ses modalités d'établissement, de vérification et de documentation via une évolution des systèmes d'information existants, notamment un lien plus fort entre les DUI, les dossiers informatisés des patients, qui sont massivement diffusés aujourd'hui dans les EHPAD, et les systèmes de tarification au niveau national. C'est plutôt ça qu'on essaye de faire dans l'envers de la validation tacite, du pré-remplissage, du pré-établissement des coupes pathos. C'est un vrai sujet, plutôt que vers une forfaitisation du financement. D'accord. Et est-ce qu'on peut penser que la généralisation qui a priori se profile, a priori dans pas trop longtemps, avant la généralisation, il y a un certain nombre de ces questions qui seront réglées, ou alors est-ce qu'on va généraliser, on va plaquer ce qui se passe pour les 23 pour tous les autres? On ne va pas sauter dans le vide, évidemment. Alors, juste une petite nuance, je ne sais pas ce que répondra à cette question au représentant des départements. Je ne sais pas si la généralisation est actée. Moi, je sais ce que nous, du côté des services de l'État, au niveau technique, on a imaginé, ou est-ce qu'on peut souhaiter, du point de vue de la rationalité globale du système. Il y a d'autres considérations qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ce que je sais, c'est qu'on a eu plus de candidats à la fusion des sections qu'on a pu en prendre. La loi avait initialement déterminé un groupe de 20 départements en 2 vagues, plus ou moins 10 et 10. Alors évidemment, le système de vagues il a été perturbé par le décalage de la loi, je l'ai dit. On a rehaussé le nombre de candidats admis à participer à l'expérimentation. On est passé à 23. On avait au total au moins 28 candidatures fermes et d'autres qui se montraient intéressés. Et je dois dire qu'on a été surpris par le volontarisme d'un certain nombre de départements. Donc nous, on interprète ça comme quelque chose de très positif. Et le témoignage que cette réforme, elle apporte des réponses à des questions qui se posaient de longue date dans le secteur. Donc il me semble important de prolonger cette dynamique. Mais c'est évidemment quelque chose qui doit se décider en bonne intelligence avec les représentants des départements. Mais ça veut dire quoi? Il faut leur poser la question, ils sont dans la salle. D'accord, mais ok, bon, très bien.